Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez donc cette troisième partie de nos entretiens avec Monsieur Opiel Ebiatia, avec lequel nous évoquons l'histoire des Téké. Il est historien, bien sûr, avec deux ouvrages de référence, Fondement de l'identité et de l'unité Téké, de Stanley Poole à la Lekiti, qui est paru donc chez l'Harmattan que vous trouvez. Vous avez donc un autre ouvrage, Conquête européenne des pouvoirs royaux Téké, fin 15e, milieu 20e siècle. Avec Opiel Ebiatia, nous avons donc abordé dans les deux premières parties déjà connaître l'homme Téké, c'est qui, c'est quoi un Téké. Nous avons abordé dans la deuxième partie le royaume en lui-même, puisque quand on parle des Téké, on parle toujours d'un royaume. Et maintenant, dans cette troisième partie, on va, mesdames, messieurs, aborder avec lui un aspect très important, essentiel dans cette culture Téké, c'est la place qu'occupe le Kwembali. Alors vous allez me dire, le Kwembali c'est quoi? Ben, je serais incapable de vous le dire, sinon je lui poser la question. Monsieur Opiel Ebiatia, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois de plus dans cette troisième partie avec vous. Ben, on va repartir toujours dans les fondements spirituels, dans la spiritualité du royaume Téké. Vous nous disiez tout à l'heure dans la deuxième partie comme quoi, bon, les Téké c'est peut-être une église, puisqu'il y a autour de cette église un esprit essentiel qui est le Kwembali. C'est quoi le Kwembali exactement? Dans les croyances Téké, il y a un élément de fond qu'on appelle généralement le Nkira, c'est-à-dire le génie. Les Nkira sont hiérarchisés. Il y a des Nkira locaux, des Nkira régionaux et le Nkira supérieur, qui est ce Kwembali. Le Nkira, c'est la valeur culturelle. Parce que pour le Téké, la terre n'appartient pas aux humains. Chaque geste que l'on fait sur cette terre doit être précédé d'un rite, parce qu'elle appartient aux invisibles. Il faut donc leur rendre cet honneur, leur demander la permission de travailler sur cette terre. Nous ne sommes que des usufruitiers. Et cet esprit, c'est le Nkira. Et le grand Nkira, c'est le Kwembali qui réside aux sources de la Léfini, dans les chutes de la Léfini, là où prend essence le royaume. Et lorsqu'on est jeune, dans l'espace Téké, les parents vous apprennent à écouter les grondements de ces chutes-là. On vous dit, le Kwembali gronde. L'esprit sous lequel, parce que chaque Téké te dira, je suis un fils de Kwembali, donc je suis sous sa protection. Quel seul endroit on peut être sur la planète? Je suis sous sa protection. C'est pour ça que je dis que c'est une église de croyants. Nous croyons tous en cet esprit-là, qui finalement a donné son nom à presque tout un tas de choses. Le jour sacré chez les Téké, où l'on ne travaille pas, le jour consacré à l'adoration de tous ces Nkira-là, s'appelle un Kwembali. Et ce jour-là, le roi reste cloîtré chez lui, avec ces deux femmes dont je l'ai parlé, et quelques notabilités qui sont présentes dans la région, pour invoquer ces esprits et élaborer les voies de la nation. Donc y a-t-il un calendrier Téké finalement? Oui, il est de la quatraine, au lieu de la semaine, tu as 4 jours. Ah ben il y en a qui rêvent de la semaine des 4 jours. Donc c'est peut-être faut être Téké. Voilà. Pour bénéficier de la semaine des 4 jours. Donc tu as la première journée qui est une journée ouvrée, on appelle Onto. La deuxième, Onkila. La troisième, Onkwe. Et la quatrième journée, c'est Ontsara, où tout le monde reste à la maison, dans les parages. On se grime de... C'est là qu'on porte le vrai tissu de raffia. D'accord. On le porte, on se grime, on évoque les ancêtres, etc. Et gare à celui qui va au champ. Et comme ça, les Batékins interprètent. Vous voyez, dans la lune, il y a une image. Oui. Chez les Batékins, c'est la femme qui s'est entêtée à aller au champ,
ce jour sacré. Donc elle est allée, elle était emportée par la lune. Voilà donc le calendrier, au-delà du calendrier, c'est le mieux que l'on connaît. Tout à fait. Mais ce jour, c'est le jour de Nkwembali. Et Nkwembali, c'est aussi l'eau du pouvoir. C'est très important. L'eau du pouvoir. Une eau que l'on va puiser à 400 km de Mbé, au sud de la Lefima. Et durant tout le règne, le roi ne boit que de cette eau. Sa cuisine ne se fait qu'avec cette eau. Bien sûr, coupée avec celle des ressources, des sources à côté. Mais il faut. Mais principalement, il faut cette eau-là. C'est l'eau. Sans cette eau, il n'y a pas de pouvoir. Ça, c'est. On appelle cette eau-là aussi Nkwembali. Ça veut dire que dès qu'on trouve le summum du sacré, c'est le Nkwembali. C'est le Nkwembali. Ça, c'est le summum du sacré. Un roi intronisé, quand le roi est intronisé, quand il rentre dans le sacre, où on lui fait manger les raies de ses ancêtres, quand il sort de là, il ne peut pas vivre plus de 5 ans. Il devient hyper puissant. Il peut commander au vent de souffler, à la pluie de tomber, tout comme il peut punir, et c'est là la raison de la paix, il peut punir une partie du peuple, en faisant surgir des bandes de lions et des bandes de panthères. Ça, il a des possibilités. Quand il est dans cette super puissance-là. Et tout ça, c'est grâce au Nkwembali. Est-ce que, juste pour faire un parallèle avec notre temps actuel, est-ce que vous avez vu le film Black Panther? Non, malheureusement. Allez-y le voir parce que je pense que le Nkwembali y est personnalisé, puisque nous avons cet aspect que vous évoquez, le roi qui est introduit, on le fait rentrer dans une chambre avec des incantations, il va... voilà, je me dis, est-ce que le Nkwembali n'est pas dans le Black Panther? Mais c'est quasiment ça, je suis assez surpris de voir que cela a été repris en ces termes-là en plus. Ah oui, non, là, pendant 9 jours, il est là-dedans, seul, séparé du monde, avec son eau, vraiment, séparé du profane. Oui. Et quand il sort de là, il fait tous les miracles. Onko, c'est le monarque Teke. Alors, comment ça se passe, le lien entre le Onko et le Nkwembali? Est-ce que l'Onko, c'est lui qui porte le Nkwembali ou c'est lui qui symbolise le Nkwembali? Oui, lui, c'est le représentant temporel. Oui. Parce qu'ils sont issus de 6 clans. 6 clans qui ont le pouvoir de maîtriser cette force-là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, cette force est à Ngabé, là où est la reine. La reine, aujourd'hui, doit être nécessairement porteuse des valeurs de cet esprit-là. Cet esprit-là. Donc, le roi, lui, il gère l'esprit. Il sait, par ses invocations, attirer ses faveurs, rejeter le mal. Et ça, tout cela est incarné par une série d'objets sacrés qu'il a autour de lui. Le balai de justice, le petit chapeau qu'il porte, le collier qu'il a au cou qui est forgé le jour de son intronisation. Tous ces appareils-là, ce sont des objets sacrés qui se transmettent de roi en roi et qui portent l'imprégnation d'une Nkwembali. Alors, une fois, comment ça, après, une fois que le roi est intronisé, comment est-ce que le Nkwembali dans la société, dans la vie de tous les jours, de chaque Teke, comment ça se passe, ce rapport avec le Nkwembali, avec le sacré? Alors, le rapport avec le sacré se passe par, déjà, parce que le Nkwembali, finalement, c'est une idéologie. C'est une idéologie. C'est une manière de se comporter dans la vie. Oui. Je ne vole pas. Je ne commets pas d'adultère. Donc, tu respectes les règles édictées depuis les origines par cet ancêtre-là, qui
au niveau local, même au niveau de la maisonnée, est représenté par les ancêtres. Parce que sur chaque téké, tu as dans un coin de la maison un petit autel où il rend la prière quotidienne à ses ancêtres. Et un peu plus loin, tu as l'autel, le sanctuaire du génie local, à qui l'on rend le culte à chaque ouverture de saison. Et ainsi de suite. Et lorsque, au niveau local, les choses ne vont plus, on n'a pas pu les régler, c'est là qu'on se réfère à Onko. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est lui qui prend l'initiative d'invoquer cet esprit supérieur. Donc c'est une relation hiérarchisée. Je ne peux pas aller au sanctuaire de Nkwembali. Je ne peux pas. Mais je sais qu'au niveau local, je peux aller invoquer tel. Et c'est pour ça d'ailleurs que le royaume est divisé. J'appelle ça des paroisses. On appelle ça des Nkobi. Là, on en a 9, mais vraiment, ça dit que chaque Nkobi a un kira, un esprit. Est-ce que finalement, il y a un clergé? Comment ça se passe, en fait? Ah ben oui. Il y a une forme de cléricalité dans... On peut appeler ça comme ça. Tu as tout à fait raison, on peut appeler ça comme ça. Et moi, je les appelle les ritualistes. D'accord. C'est-à-dire, c'est eux qui intronisent le roi. Ils ont le pouvoir de ces 9 Nkira locaux, bien connus, parmi lesquels tu as le Ngalion. Le Ngalion, ça veut dire que c'est le titulaire du Nkobi de Lyon. C'est-à-dire le Nkobi, c'est le Nkira. Voilà, ils sont 9 aujourd'hui. Et on les voit encore partout sur le territoire, mais issus des familles royales initiales. Et ça, c'est le clergé téké. C'est ces 9, 12 grandes personnes, en dessous desquelles nous trouvons les Ngansi. Arrivons au Ngansi, parce que là aussi c'est une expression, vous parliez tout à l'heure de la banalisation, de qui s'est banalisé. Un Bouchi peut être un gantier, un Vili peut être un gantier, notamment par le biais de la musique, où on a su que les Téké c'était des gantiers, et ça a été adopté. Voilà. À l'origine, c'est quoi un gantier? Le terme de Ngansi, c'est... Enfin, un gantier, mais nous on dit un gantier. C'est propriétaire de la terre. En fait, c'est premier occupant. Oui. C'est le premier occupant de la terre. Comme je disais tantôt, la terre en tant qu'instrument, qu'objet économique, n'appartient pas à l'homme. Elle appartient aux esprits invisibles. Puisque je maîtrise ces esprits invisibles, je suis donc le propriétaire de cette terre-là. Voilà, donc j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir oui. Sur cette terre-là. Le Ngansier, c'est comme ça. Alors, mais de notre côté, c'est un titre de noblesse, en fait. D'accord. Oui. Parce qu'après le roi, tu as ces Ngansiers-là. L'espace communautaire. Voilà. Au-dessus duquel tu as un génie, tu as un esprit régional. Tout se rattache d'esprit en esprit. Est-ce que pour vous aujourd'hui le fait que n'importe qui peut se réclamer ayant un pouvoir en tant qu'Ngantier, ça permet de valoriser cette culture téké ou encore c'est la banalisation? Non, c'est la banalisation. Parce que le mot à l'origine perd son sens. Perd son sens. Parce que dans celui qui se dit Ngansi parce que, je ne sais pas moi, il a eu une certaine notoriété politique. Et dans ce que le téké, le vrai téké dit qu'il est Ngansi, ce n'est pas moi. Moi non plus, je ne suis même pas un Ngansi, je suis un Ngansi au sens communautaire de la chose, où on se dit les tékés sont les premiers occupants du territoire. Mais les vrais Ngansi, c'est ceux qui ont le pouvoir sur cette terre-là, le pouvoir d'agir sur la fertilité de cette terre-là.
Ceux-là existent. Donc les autres, quand c'est la banalisation de tous ces thèmes comme le tissu de rafia, on banalise. Alors, on va rentrer avec vous dans l'imaginaire populaire maintenant. Quand on parle de Bateke, moi, Moteke, moi, Djambala. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais ça aussi, c'est cette chanson-là. Hein? Mais aujourd'hui, tout le monde identifie à Teke, à Djambala. Voilà, justement, c'est ce qui crée une sorte de réflexe identitaire. Non, le Bateke n'est pas de Djambala. Alors là, dans la chanson, pour revenir à cette chanson, c'est que la fille Teke, que le chanteur a croisée, qui s'appelle Ngantu. Oui, elle est de Djambala. D'accord. Donc, la fille Bateke que j'ai rencontrée est une fille Bateke de Djambala. Cela ne veut pas dire que les Teke sont seulement de Djambala. Non, c'est une fille Teke de Djambala. Et vous voyez d'ailleurs par la suite que dans la chanson, il égrène les différents points par où la fille passe. À Ngabé, à Odiba, etc. Donc, il travaille tous les pays Teke pour dire effectivement que cette fille-là, je croyais qu'elle était de là, je suis passé par Odiba, elle n'est pas là. Oui. On me dit qu'elle est à Djambala. Donc voilà. Mais ça nous donne quand même une géographie, cette chanson. C'est très intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut féliciter notre ami qui l'a composé. Oui. Parce qu'à partir d'un livre, s'il a pu lire toutes ces choses-là, Odiba, Bengabé. On veut parler de Théobèche Coucou qui a rendu public cette chanson-là. Cette chanson et qui a donné quand même une identité forte sur Teke, parce que c'est une chanson qui est quasi immortelle. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à danser sans ça devient presque. C'est pas ce l'hymne des Teke. Ah, tout à fait, ça devient l'hymne des Teke. Et puis, bon, non, c'est vraiment l'hymne. Oui. Ce n'est pas mal, ce n'est pas une mauvaise chanson, sauf que, elle n'a pas la connotation spirituelle, au sens où le Teke, c'est vrai qu'on y danse un peu la danse traditionnelle, etc. Oui. C'est un hymne. Et ça, je le conçois. Alors, restons toujours un peu dans cette imaginaire populaire. Y a-t-il une race canine Teke? Non. Alors, d'où vient le chien Bateke? Et même la poule Teke aussi existait. J'allais venir parce que j'allais avoir commencé par le chien. Et même une fille Teke, tu vois pas. C'est vrai, c'est vrai, le fruit Teke, c'est vrai qu'on va dans les fruits, dans tout ce qui est volaille. En fait, lorsqu'on regarde bien, tout ce qui est resté sauvage, au sens noble du terme, c'est-à-dire provenant de la terre, tout ce qui est resté sauvage, s'identifie au Teke. Tout simplement. Est-ce que les Teke n'ont pas évolué alors? Non, mais parce qu'on reconnaît en eux la première occupation du territoire. C'est vrai. Parce que le chien Bateke, il n'est pas très beau. Non, il n'est pas très beau, il n'est pas très laid non plus. Non, mais bon. Mais c'est une race que j'arrive même aussi à identifier, parce qu'on ne sait même pas d'identifier le chien Bateke. On ne sait pas. Ici, c'est vrai qu'il y a tout un répertoire pour reconnaître telle race, berger allemand, mais on a un chien qui est là, on dit c'est le chien Bateke. Et la poule, c'est pareil. Tu vois la petite poule. La petite poule là, mais poule Bateke. Et tu vois le fruit, une chute Teke. Et qu'est-ce que ça veut avoir un tue Teke par exemple? Je ne sais pas, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on retrouve ça chez les Teke? Qu'est-ce que les Teke en font d'une tue Teke? Tu sais, je crois que c'est au mois d'avril ou d'octobre que ces fruits inondent les marchés de Brazzaville. Et ce sont les commerçants Teke qui ramenaient ça alors. Oui, c'est les Teke qui ramenaient ça. Voilà. Donc c'est un fruit spécialement, qui pousse spécialement dans les forêts de cette région-là. Tu vois un peu, bon, c'est une manière de... Finalement, moi je n'ai jamais pris ça comme étant une raillerie. J'ai toujours considéré que c'est une reconnaissance de l'antériorité de ces populations. Mais vraiment, c'est sauvage au sens noble. Oui, au sens noble du terme, bien sûr. Oui. Parce que je ne comprends pas, M. Teke, la poule Teke, le chien Teke. Le chien Teke, bon, on disait peut-être qu'il y avait une race canine à l'époque, dans des échanges avec... Non, il y a tous les chiens, il y a une espèce comme ça, les chiens Teke. Oui, c'est quand même assez bizarre, mais bon, il n'y en a pas chez les autres, hein. C'est qui est sûr, il n'y en a pas de chien Vili ou... Ah non, il n'y a que le chien Teke. Il n'y a pas tout ça. C'est vrai. Et les poules, c'est pareil. On ne va pas me dire qu'il n'y a que les Teke qui élevaient les poules. Non. Il y a des poules partout, mais c'est une caractéristique comme ça. On se dit, tout ce qui laisse un peu proche de la nature, on va le donner à ceux qui... à ces fameux gars ici.
Mais quelque part aussi, je ne sais pas comment est-ce que vous l'appréciez, il y a une sorte de banalisation comme ça, où on minimise le TK. Bon, ce n'est qu'un TK, ça rentre. Mais justement, j'appelle ça les mocolis. Je vais entendre une expression, même vous les TK, oui, qui revient souvent. Ce sont des mocolis gentils que l'on entend tous les jours. À partir des balafres, on te dit par exemple, Mouteren Zolo Konkama. C'est-à-dire que il a la figure avec 100 balafres. Quand tu prends, il y avait fut un temps le style vestimentaire fait d'une chemise ample et d'un pantalon. Moussagaba Teke, tu vois, des trucs comme ça. Mais finalement, quand on fait la sociologie de ce peuple-là, nous sommes entrés dans une bagarre identitaire. Pour se reconnaître comme tel, mais vous vous attaquez à ceux qui sont censés être les représentants naturels de ce groupe-là. Je ne trouve c'est pas un acharnement. Oui. C'est une façon pour les autres de vouloir exister. Ah, Mouteke, bon, au fond, il le dit, mais le pense-t-il vraiment? Ou bien est-ce que ce n'est pas la peur qui l'envoie dire des choses comme ça? Mais même dans la chanson, puisqu'il y a un artiste célèbre, regarde, qui a fait une chanson après les événements de mars 2012, en disant le papa Teke qui pleure sa maison, mais il n'y avait pas que les Teke qui dans ce truc-là. Bon, il veut le papa Teke qui pleure sa maison. Bon, c'est vrai que j'entends ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que c'était pour lui un voisin? Il y a certains qui ont mal pris ça en disant bon, c'est encore une autre manière de se moquer de oui, mais tout à fait. Oui. On n'a pas beaucoup apprécié ça. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, on le rattache au Teke. Peut-être que les Teke sont trop forts, c'est qu'il y a quand même des gens en ce moment très peu d'autres populations au Congo que les Teke. Et c'est ce que je dis. C'est-à-dire que le Teke est une cible qui permet aux autres d'exister. Nous sommes entrés dans une bagarre identitaire. Et pourquoi vas-tu aller t'attaquer au Mbushi? Pourquoi? Les Mbushi n'ont jamais revendiqué la propriété d'une terre. Les Mbushi n'ont jamais revendiqué un Kwembali. Parce que quand tu t'imagines ce qui fait, à juste raison, comme je te disais, au Congo, c'est le seul groupe de population qui a un esprit communautaire. Tous les autres peuples du Congo ont apostasié leurs croyances. Les Congos sont plus chrétiens que les chrétiens. Les Vili n'en parlons pas. Multibam, comme on dit. Voilà. Et donc, tu vois, il y a cet esprit-là. Et puis, je crois que les Teke ont dans l'histoire pris trop de place. À partir de ce que l'on dit là. Il y a trop de place concédée aux Teke. Les autres n'en ont presque pas. Donc il faut essayer de ridiculiser. Ça n'a pas d'importance. C'est un réflexe identitaire en fait. Voilà, donc c'est ce réflexe identitaire que nous avons pu explorer aujourd'hui avec vous au Pied de Biata. Je vais juste dire à ceux qui nous suivent que nous vous donnons rendez-vous. Nous allons vous retrouver le 28 juillet du côté de la guinguette de Suresnes, où il va y avoir une journée spéciale aussi, dédiée à la culture Teke par le biais de l'association Nzwana du docteur Alain Okani, où on va vivre en live, comme on dit, cette culture Teke par son expression et aussi, je dirais, par la curiosité qui peut être la vôtre aujourd'hui. Alors, au Pied de la Biata sera là, nous aurons un plateau sur place. Si vous voulez le rencontrer, n'hésitez pas de venir afin que nous discutions ou pour échanger avec lui autour de ces thèmes que nous avons évoqués aujourd'hui. C'est un moment important pour l'association de Nzwana et puis aussi par rapport à cette culture Teke finalement qui s'impose. C'est vrai qu'on n'a pas que encore une journée culturelle Congo, mais là on voit les Teke qui osent.
Oui, c'est vrai qu'on en a déjà fait une d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait une exposition, oui. une expo, une très belle expo et pas mal de choses, oui, c'est vrai. Puis ça sert aussi l'occasion des petites moqueries. Oui. Hein? On les attend. Voilà, donc n'hésitez pas de venir, comme dit M. Opiel et Biata, si vous voulez vous moquer d'un Téké, là, ça serait en live. Voilà. Il aura l'occasion de vous répondre. Très bien. Voilà donc, mesdames, messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi ces 3 épisodes consacrés à la découverte de la culture Téké avec un homme Opiel Ebiata. Je rappelle donc qu'il est historien, il est aussi un homme de lettres. Outre l'histoire, il a la littérature classique. Son dernier ouvrage, c'est L'élu de la forêt vierge, que vous trouverez chez Acoria Édition. Sinon, sur le plan de l'histoire, avec tout ce que nous avons évoqué, vous trouverez d'autres ouvrages. Mais les plus importants que je peux vous recommander, vous avez ici Fondement de l'identité, de l'unité et de l'unité Téké, du Stanley Pool à la Leketi, donc qui est paru chez l'Armaton. Vous avez donc aussi toujours Opiel Ebiata, Conquêtes européennes et pouvoir royal Téké, fin 15e, milieu 20e siècle, qui est paru chez Edilivre. Ces livres sont disponibles en ligne, vous pouvez les commander, mais si vous voulez aussi vous les faire dédicacer, vous pouvez les racheter ou venir les racheter sur place du côté de la guinguette africaine de Suresnes. Vous aurez les coordonnées sur Zana TV afin de pouvoir, je dirais, échanger et surtout partir avec des documents de l'histoire. On sait quand même que l'histoire du Congo n'est pas vraiment écrite aujourd'hui, elle reste sur l'oralité. Or, je vois que vous, monsieur Ebiata, vous avez pris le temps d'écrire sur une histoire Téké, mais qui est aussi celle du Congo. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est le but même de la chose. Hein, c'est essayer de comprendre toutes ces populations-là. Oui. Voilà, c'est dans cette compréhension qu'on va se quitter. Merci à toute l'équipe de Zana TV qui a permis la réalisation de ces épisodes. C'est une première, c'est vrai que nous aussi nous débutons, donc ne nous en voulez pas trop. Nous pourrions aussi faire un clin d'œil pour la saison prochaine à une autre culture Congo, cela n'a rien à voir avec le tribalisme ou le régionalisme, mais tout simplement magnifier ce que nous sommes et surtout découvrir les gantiers, comme on dit du côté de Foix. Merci à Nokokumunga Koso qui a assuré la caméra, merci à Doris Kamonzenze, à Hermione Goma qui ont été aux côtés de Nokokumunga Koso. Merci à notre invité, M. Opiel Ebiata, je rappelle donc qui est marseillais, mais bon, qui fait toujours le déplacement quand il s'agit de parler de cette culture Téké. Merci aussi à l'association de Johanna et au docteur Alain Kani qui nous a permis de rentrer en contact avec M. Opiel Ebiata et surtout de permettre cette visibilité autour de la culture Téké. Portez-vous bien, les programmes de Zana TV continuent et passez un très bel été. Au revoir.